La ville natale de Kara, Lexington, en Caroline du Sud, était un endroit sûr pour elle. Mais cela a changé le 24 juin 2002, alors qu'elle voulait aider une amie. Ce jour-là, sa vie allait changer, à jamais. Heather venait d'obtenir son permis de conduire et Kara passait la nuit chez elle, car elles avaient prévu d'aller au lac le lendemain. Elles étaient impatientes de pouvoir enfin s'y rendre toutes les deux, sans avoir à se faire conduire. Mais elles ne sont jamais arrivées au lac ce jour-là. Pendant qu'elles se préparaient pour la sortie, Heather a appelé sa mère pour discuter des plans. Sa mère lui a demandé d'arroser rapidement les plantes avant de partir. Comme son amie voulait prendre une douche, Kara s'est chargée de cette tâche. En pyjama, elle a arrosé les plantes devant la maison d'Heather. Peu après, une voiture est entrée dans l'allée. Kara a pensé qu'il s'agissait d'un visiteur pour la famille d'Heather. Le conducteur portait une chemise propre et une casquette de baseball. C'était un homme tout à fait normal. Il tenait dans sa main des prospectus qu'il disait distribuer dans le quartier. Il a demandé où se trouvaient ses parents. Kara lui a dit que c'était la maison de son ami et que ses parents n'étaient pas là. Dès qu'il a eu cette information, l'homme s'est approché d'elle, apparemment pour lui remettre le prospectus. Mais à sa grande horreur, il sortit une arme de son autre main et la braqua sur sa gorge. Il lui ordonna de monter silencieusement dans sa voiture. Avec un grand homme armé devant elle, Kara n'avait pas d'autre choix que d'obéir. L'homme la conduisit à la banquette arrière de sa voiture, où une grande boîte en plastique l'attendait. Kara y grimpa. Il ferma la boîte et la cacha à l'intérieur. Pendant que le ravisseur démarrait, Kara essaya de mémoriser chaque virage, chaque bruit et chaque détail, dans l'espoir que ces informations l'aideraient à rentrer chez elle. Pendant ce temps, Heather sortit de la douche et remarqua que quelque chose n'allait pas. Kara n'était nulle part en vue, et le tuyau d'arrosage était toujours en marche. Les parents de Kara étaient divorcés. Son père travaillait en Géorgie lorsque son ex-femme l'a appelé pour lui dire que leur fille avait disparu. La police a rapidement été alertée. Heureusement, il y avait un témoin. Un voisin avait vu Kara monter dans une Pontiac Firebird verte. Comme le témoin n'a rien remarqué d'inhabituel, pas de résistance, pas de lutte, la police a d'abord envisagé que Kara se soit simplement enfuie. Comme les rapports sur les adolescentes disparues étaient fréquents, la police a conseillé à la mère de Kara de rentrer chez elle et d'attendre un appel de sa fille. Mais sa famille et ses amis savaient que Kara ne disparaîtrait jamais sans prévenir quelqu'un. Pendant ce temps, son ravisseur s'est arrêté sur le bord de la route. Il n'y avait aucun témoin à proximité. Il a ouvert le couvercle de la boîte et lui a dit d'un ton calme qu'il allait maintenant l'attacher. Kara est restée silencieuse car elle savait qu'il pouvait la tuer à tout moment. Puis il a continué à rouler. Après quelques minutes, il a tourné dans une allée. Kara a entendu des voix à l'extérieur, mais l'homme l'avertit avec insistance de ne pas faire le moindre bruit. Puis il l'a emmenée dans sa boîte, dans son appartement. Il l'a enfin libérée de la boîte. Il lui a enlevé ses liens, mais il lui a rappelé qu'il avait une arme et qu'il la tuerait immédiatement si elle tentait de s'échapper ou d'appeler à l'aide. Puis il l'a conduite dans la chambre. Il lui expliqua les règles. Elle devait toujours garder à l'esprit qu'il avait une arme. Elle devait lui obéir. Si elle résistait, il y aurait des conséquences. Il lui posa ensuite des questions sur sa vie. Il voulait savoir d'où elle venait, si elle avait un petit ami, si elle avait déjà été avec quelqu'un. Lorsque ses réponses le calmèrent, Kara sut ce qui allait se passer ensuite. Elle savait ce que les ravisseurs comme lui faisaient à leurs victimes.
Avec un couteau et une arme à portée de main, il la violait, encore et encore. Pour Kara, il n'y avait qu'un seul objectif, survivre. Pendant ce temps, les proches de Kara la cherchaient désespérément. Mais la police continuait de penser qu'elle s'était simplement enfuie. Sa mère ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre et espérer que Kara se manifeste. Pendant ce temps, son père est immédiatement retourné en Caroline du Sud. Il appelait sans cesse le détective chargé de l'affaire de ma fille. Mais il n'y avait aucune nouvelle. Le petit ami de Kara à l'époque ne croyait pas qu'elle s'était simplement enfuie. Il a donc parcouru la ville avec ses amis à la recherche d'une Pontiac verte. Mais leurs recherches restèrent vaines. Ils ne savaient pas où se trouvait Kara, mais ils craignaient ce qui lui était en train d'être fait. Après son calvaire, son ravisseur força Kara à prendre une douche. C'est à ce moment-là qu'elle commença à recueillir autant d'informations que possible. Dans la salle de bain, elle découvrit des produits d'hygiène féminine et une brosse à cheveux avec de longs cheveux roux. Cela signifiait qu'une femme vivait dans cet appartement. Kara savait que si elle voulait avoir une chance de s'échapper de cet enfer, elle devait comprendre qui était son ravisseur et pouvoir l'identifier plus tard. Elle commença à gagner sa confiance. Pendant qu'il préparait le dîner, elle lui proposa de l'aider. Elle en profita pour étudier discrètement des notes et des lettres sur le réfrigérateur. Elle mémorisa des noms, dont ceux de son médecin et de son dentiste. Plus elle en savait sur lui, plus elle avait de chances qu'il soit tenu responsable de ses actes. Son ravisseur fut impressionné par le comportement de Kara. Il commença à se montrer plus aimable avec elle. Ils discutèrent comme s'ils se connaissaient. Il parle de ses animaux de compagnie et lui dit qu'il avait été dans la marine, mais qu'il en avait été renvoyé. Mais malgré sa façade apparemment amicale, Kara ne se laissa pas tromper. 8 heures après son enlèvement, il s'assit avec elle sur le canapé et la laissa regarder les informations. Il voulait voir s'il y avait déjà eu des reportages sur sa disparition. Quand son nom n'a pas été mentionné, il a souri et a dit « Personne ne te cherche ». Mais Kara savait mieux que ça. Elle savait qu'il était encore trop tôt pour que les médias en parlent. Elle savait que sa famille la cherchait. Et elle savait qu'elle devait se battre pour survivre. Le soir même, il la renferma dans la boîte pour pouvoir téléphoner sans être dérangée. Kara resta calme. Elle ne voulait pas l'alerter. Mais l'étroitesse de la boîte déclencha une crise de panique chez elle. Elle commença à respirer difficilement et à faire du bruit. Son ravisseur ouvrit le couvercle avec colère et elle lui dit qu'elle ne pouvait pas respirer. Comme une sorte de grâce, il laissa le couvercle entrouvert, à condition qu'elle reste silencieuse. Puis il continue son appel téléphonique. Kara écouta attentivement. Il parlait à sa femme, la femme rousse, qui vivait dans cet appartement. Elle était en voyage au moment des faits. Son ravisseur n'avait donc enlevé Kara que pour avoir de la compagnie pendant l'absence de sa femme. Cette nuit-là, il lui a administré des sédatifs pour l'empêcher de s'échapper. Il l'a enchaînée au lit et s'est couché à côté d'elle. Kara savait que le meilleur moment pour s'échapper était pendant qu'il dormait. Mais le médicament était fort. Elle était trop faible pour bouger. Finalement, elle n'a pas eu d'autre choix que de s'endormir à côté de l'homme qui l'avait enlevée. Pendant ce temps, ses parents se sentaient impuissants. La police ne prenait toujours pas l'affaire au sérieux. Mais le lendemain matin, Kara fut la première à se réveiller. La réalité cauchemardesque lui sauta au visage. Mais son ravisseur dormait encore profondément. C'était maintenant ou jamais. Elle essaya prudemment de détacher les menottes du lit.
Comme elle ne pouvait pas atteindre les menottes avec ses doigts, elle utilisa ses dents. Elle tourna lentement le fermoir et ses mains furent enfin libres. Puis elle détacha les liens qui enserraient ses jambes. Elle sortit de la pièce en silence. Quand elle atteignit la porte d'entrée, elle comprit. Une lourde porte métallique bloquait la sortie. Si elle l'ouvrait, son ravisseur se réveillerait probablement. La fenêtre de sa chambre donnait directement sur l'extérieur. Si elle courait, il pourrait l'abattre de là. Mais Kara savait que c'était sa seule chance. Même s'il tirait, quelqu'un le remarquerait. Aussi vite qu'elle le put, elle ouvrit la porte et courut pour sauver sa vie. Elle aperçut une voiture dans la rue. Elle courut vers elle, agita frénétiquement les bras et cria « Je viens d'échapper à mon ravisseur ». Elle montra la maison du doigt et supplia les occupants de mémoriser l'adresse avant de l'emmener à la police. Dans le rétroviseur, Kara voyait la maison de son bourreau devenir de plus en plus petite. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la justice n'était pas encore à portée de main. Kara fut conduite au poste de police du département du shérif du comté de Richland. À ce moment-là, il n'y avait qu'un seul policier présent. Elle leva le bras, lui montra ses menottes et dit « Je m'appelle Kara Robinson. J'ai été enlevée et je me suis échappée. » Mais l'agent doutait de son histoire, malgré les menottes à son poignet. Elle avait échappé à son ravisseur et était maintenant traitée comme une menteuse. Ce n'est que lorsqu'ils ont appelé la mère de Kara et lui ont dit que leur fille était avec eux qu'ils ont compris que Kara disait la vérité. Le soulagement dans la voix de sa mère ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle avait vraiment été enlevée. Le policier a donné le téléphone à Kara. Après toutes ces heures d'angoisse, la mère et la fille ont enfin pu se parler à nouveau. Mais c'est alors que la chasse à leur ravisseur a commencé. Avant que Kara ne soit conduite à l'hôpital, les enquêteurs l'ont ramenée en voiture à l'immeuble où elle avait été séquestrée. Mais ni elle, ni les inconnus qui l'avaient conduite à la police ne se souvenaient exactement dans quelle maison elle avait été retenue prisonnière. Tous les appartements se ressemblaient. Heureusement, le concierge était présent. Kara décrivit son ravisseur et mentionna les animaux domestiques qu'elle avait vus dans l'appartement. Elle se souvenait également des longs cheveux roux dans la salle de bain qu'elle attribua à la femme de son bourreau. L'administrateur reconnut immédiatement le couple. Il conduisit la police à l'appartement. Les policiers se tenaient devant la porte, armes à la main. Mais quand ils sont entrés, le ravisseur s'était déjà enfui. Néanmoins, les traces trouvées dans l'appartement confirmaient l'histoire de Kara. Mais ce qu'ils y ont trouvé d'autre était encore plus effrayant. Richard Mark Evonitz était un vétéran de la marine originaire de Columbia, en Caroline du Sud. Il avait reçu 2 médailles pour bonne conduite et avait été libéré en 1992. Il a ensuite déménagé en Virginie avant de retourner en Caroline du Sud avec sa femme. Pour son entourage, il était un travailleur ordinaire de la classe moyenne. Mais la fuite de Kara a révélé une part d'ombre en lui. Dans son appartement, les enquêteurs ont trouvé un coffre fermé à clé. Son contenu ne laissait aucun doute sur le fait que Kara n'était pas sa première victime. Il contenait des photos, des cassettes vidéo des vêtements et des notes détaillées sur des enlèvements prévus. Mais une chose était particulièrement frappante. Des articles de journaux sur plusieurs disparitions non élucidées. Cela a conduit les enquêteurs à une découverte effrayante. Richard Mark Evonitz était un tueur en série. Sofia Silva a été vue pour la dernière fois en septembre 1996, alors qu'elle faisait ses devoirs sur sa véranda. Un mois plus tard, son corps a été retrouvé dans un marais. Presque un an plus tard,
les sœurs Christine et Kathy Lisk ont disparu de leur jardin. 5 jours plus tard, leurs corps ont été retrouvés dans une rivière. À ce moment-là, tout le monde savait que c'était bien plus grave que le simple enlèvement de Cara. Ces affaires avaient choqué tous les États-Unis. Les parents de la communauté vivaient dans la peur. Un criminel inconnu rôdait dans leur quartier. La police soupçonnait que ces affaires étaient liées, mais malgré des enquêtes intensives, elle n'a pas pu appréhender le coupable, jusqu'à la fuite de Cara. Car on a trouvé chez Evonitz des coupures de presse sur les 3 affaires. Pourquoi les conserverait-il s'il n'était pas lui-même impliqué? Les enquêteurs de Caroline du Sud ont pris contact avec la police de Virginie et le FBI. Peu après, ils ont trouvé une preuve décisive. Les empreintes digitales de Christine Lisk ont été découvertes dans la voiture d'Evonitz 5 ans après sa mort. De plus, les fibres des menottes de Cara et les fibres de tapis trouvées dans l'appartement d'Evonitz correspondaient aux traces trouvées sur les autres victimes. C'était donc confirmé. Evonitz avait enlevé et assassiné au moins 3 jeunes femmes. Si Cara n'avait pas pu s'échapper, elle aurait été sa prochaine victime. Une vaste opération de recherche du tueur en série était alors lancée. La mère et l'épouse d'Evonitz se trouvaient à ce moment-là à Disney World. La police les a contactés et les a confrontées aux accusations. Elles étaient sous le choc. Pendant ce temps, les enquêteurs découvrent la Pontiac verte, garée devant la maison de la mère d'Evonitz. Cela confirme qu'il a utilisé la voiture de sa mère pour enlever Cara. Le lendemain, sa famille rentre en Caroline du Sud. La police interroge sa femme. Elle refuse de croire que son mari puisse être un meurtrier. Mais elle confirme que le coffre lui appartient. Elle a également raconté qu'il ne lui avait jamais permis de l'ouvrir. En revanche, son ex-femme a déclaré qu'Evonitz avait déjà eu des fantasmes dérangeants sur les enlèvements. Elle ne savait pas qu'il allait les mettre en pratique. Au moment de la disparition de Sofia Silva, l'ex-femme d'Evonitz était en voyage. Et lorsque les sœurs Lisk ont été enlevées, leur mariage était déjà en train de s'effondrer. Sa sœur a déclaré que son frère avait toujours été contrôlant et violent. Enfant, il avait souvent eu un comportement cruel envers elle. De plus, il avait déjà été arrêté en 1987 pour s'être exhibé devant une adolescente. Ces détails ont suffi à confirmer qu'Evonitz était suspect dans les affaires de meurtre. Mais sa sœur avait encore une autre révélation choquante. Après s'être échappé, Evonitz l'avait appelé. Il lui avait avoué qu'il avait commis plus de crimes qu'il ne pouvait s'en souvenir. Il lui a dit qu'il s'était enfui en Floride et lui a demandé de l'aide. La police a immédiatement envoyé des agents en Floride pour l'arrêter. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il avait déjà disparu. Malgré cela, Evonitz a commis une erreur fatale. Le 27 juin 2002, il a voulu retrouver sa sœur dans un restaurant IHOP en Floride. La police est intervenue. Une course-poursuite effrénée s'est alors engagée. Finalement, Evonitz perdit le contrôle de sa voiture et percuta un talus. Cerné par les policiers et les chiens renifleurs, il ne vit plus d'issue. Il braqua son arme sur lui-même et appuya sur la détente. Lorsque Cara apprit sa mort, elle fut déçue. Elle avait survécu. Elle avait tout enduré. Elle voulait le voir au tribunal. Mais malgré sa mort, la fuite de Cara a permis de faire une découverte capitale. La police a découvert des notes dans la maison d'Evonitz qui le reliaient à d'autres affaires non élucidées. L'assassinat d'une étudiante à Baltimore en 1996 pourrait notamment être de son fait. Ces notes continuent d'être examinées aujourd'hui encore. Cara n'avait pas seulement sauvé sa propre vie, elle avait aussi enfin apporté des certitudes aux familles
des victimes précédentes. Malgré son retour à la maison, il était compréhensible que Kara ait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Pendant des mois, elle a lutté contre ses émotions. L'idée qu'elle aurait subi le même sort que les autres victimes si elle n'avait pas réussi à s'échapper ne la quittait pas. Puis elle a commencé à rencontrer les familles des autres filles. Elle leur a donné des réponses qu'elle n'avait pas eues pendant des années. Cela l'a aidée à s'accepter, non pas comme une victime, mais comme une survivante. Le courage et l'intelligence de Kara ont fait impression. Le shérif du comté de Richland, Léon Lott, a été tellement impressionné par elle qu'il l'a prise sous son aile. Avec le soutien de sa famille, de ses amis et de son nouveau mentor, Kara a développé une nouvelle vision des choses. Elle n'était pas une victime, elle était une vainqueur. Mais elle savait aussi qu'elle faisait partie des rares personnes à avoir échappé à la mort. C'est pourquoi elle a décidé de suivre une voie qui lui permettrait d'aider d'autres survivants. Quelques années plus tard, elle cherchait un emploi d'été. Le shérif Lott lui a proposé un poste d'employé administratif dans son administration. Kara travaillait désormais dans le même poste de police qui avait autrefois aidé à capturer son ravisseur. Même plus tard, lorsqu'elle est allée à l'université pour devenir enseignante, le sujet ne l'a pas quittée. Elle voulait combiner les deux, l'éducation et la poursuite pénale. Elle a donc décidé d'aller à l'académie de police. Là, elle est devenue agente des ressources scolaires, une policière qui travaille directement dans les écoles. Elle a longtemps gardé son passé secret. Mais un jour, son propre cas a été discuté en classe. Lorsque ses camarades de classe ont appris qu'elle était la Kara Robinson de l'histoire, elle a été récompensée pour son courage. Aujourd'hui, Kara Robinson Chamberlain, c'est l'homme est mariée et mère de 2 fils. Mais elle continue d'utiliser son histoire pour encourager d'autres survivants.